Freud n'est pas le premier à avoir parlé d'inconscient. Alors pourquoi penser qu'il est le véritable découvreur de l'inconscient? Pourquoi parler à son propos de découverte de l'inconscient? Si vous voulez, ce terme même de découverte est très significatif, parce que la découverte par Freud est la découverte de quelque chose qui tend sans cesse à être couvert et à être recouvert. Il tendait à être recouvert, bien sûr, avant Freud, mais aussi après lui. Si vous voulez, avant Freud, on essaye de nos jours de trouver une sorte de généalogie entre l'inconscient freudien et l'inconscient au XIXe siècle, voire avant, l'inconscient des romantiques, par exemple. À mon avis, il y a très peu de similitudes, et je crois que cette comparaison est peut plutôt induire en erreur. Je viendrai tout à l'heure. Bon. D'autre part, depuis Freud et encore de nos jours, l'inconscient ne cesse pas d'être sans cesse et à nouveau recouvert. Il est recouvert au sein même des psychothérapies ou des psychanalyses, où vous voyez très souvent qu'on se passe même de la notion d'inconscient ou de la référence à l'inconscient, mais il est recouvert dans la pensée en général, qui tend à la pensée philosophique fondamentale, qui tend à ramener par exemple l'inconscient au corps, au biologique, ou encore dans les milieux, je dirais, influencés par l'anthropologie, au structural. Je relisais encore récemment Lévi-Strauss. Pour lui, l'inconscient, c'est très précisément les structures des rites et des échanges qui dirigent effectivement de façon non consciente le fonctionnement des sociétés, voire le fonctionnement des individus. Eh bien, pour moi, l'inconscient freudien, c'est pas du tout cela. Et là, je suis, disons, si sur d'autres points, je suis un peu moins freudien, vous le verrez sans doute tout à l'heure, sur ce point, je suis tout à fait freudien. En ce sens que pour Freud et pour moi, l'inconscient est entièrement solidaire d'une méthode, je dirais, d'une invention, et non pas d'une découverte, qui est une invention de la situation psychanalytique. Freud nous dit explicitement, la psychanalyse est avant tout une méthode pour accéder à des processus mentaux à peu près inexplorables autrement. Vous voyez que l'objet est inséparable de la méthode, qu'il pense que l'objet inconscient ne peut pratiquement pas être exploré d'une autre façon. On peut prendre comme comparaison la comparaison des trous noirs en astrophysique. Les trous noirs sont par définition impossibles à observer puisqu'ils absorbent la lumière. Donc les trous noirs ne peuvent être repérés que par évidemment des abords indirects, par une méthodologie. Alors la méthode analytique, c'est conjointement une situation analytique sur laquelle je reviendrai peut-être tout à l'heure, qui est faite d'écoute et de transfert, mais c'est surtout une règle, après tout, qui est un véritable coup de génie de Freud, qui est la règle des libres associations, ou comme je le dis parfois, la règle de la libre association-dissociation. Parce qu'en effet, les associations sont en même temps des dissociations de notre pensée structurée quotidienne. Je veux dire tout de suite quelque chose. Les libres associations, ce n'est pas l'inconscient qui parle. Ce n'est pas parce qu'un patient parle sur le divan de façon plus libre qu'on peut dire le ça parle ou son inconscient vient à parler. Il y a un très long cheminement pour passer de ces libres associations à des hypothèses sur l'inconscient. Eh bien, très simplement, pour résumer les choses en quelques mots, il y a entre ces paroles libres qui s'étendent non seulement sur une séance, mais sur des séances, il y a finalement des recroisements, des recoupements qui font que nous tombons sur certains points dont nous pouvons penser qu'ils sont plus proches de quoi? De l'imagination inconsciente. Parce que l'inconscient, ce n'est pas autre chose que des représentations qui sont tombées, qui sont devenues inaccessibles. Donc l'inconscient est plutôt reconstruit, postulé à partir de ce travail d'association-dissociation qu'il n'est appréhendé.
Et dire qu'il est interprété, cela est également sujet à une certaine méfiance ou une certaine prudence. Car l'interprétation, si elle consiste à injecter des pensées psychanalytiques telles que Freud a pu, et d'autres psychanalystes, on peut les découvrir, on peut les formuler tels que complexe d'Édipe, complexe de castration, etc., attachement à la mère, que sais-je, loi du père, meurtre du père, enfin on en citerait des dizaines. S'il s'agit d'injecter cela chez le patient, ce n'est pas non plus un accès de l'inconscient. Je trouvais encore récemment un texte où Freud oppose nettement deux verbalement, Hinausdeuten et Hineindeuten. Tout simplement, Hineindeuten, ça veut dire interpréter en injectant. Interpréter en injectant l'interprétation. Hinausdeuten, c'est l'interprétation qui vient du patient lui-même et comme résultat de ce long travail d'investigation qu'est les associations libres. Alors bien sûr, l'inconscient ne se révèle pas et ne se découvre pas que dans la cure psychanalytique, même si pour moi cette invention est absolument crée une ère nouvelle dans la découverte de l'inconscient. Pour moi, il y a vraiment, c'est là l'invention de la séance analytique et de la méthode analytique. Pour moi, c'est quelque chose qui crée quelque chose de tout à fait nouveau dans l'humanité. Et bien évidemment, l'inconscient ne se trouve pas que dans la cure. Et évidemment, à partir de là, l'inconscient rayonne, hein, pourrait-on dire. L'idée que nous sommes déterminés par des représentations, ce que nous appelons des fantasmes, qui sont postulés, disons, avec une assez grande certitude, sans que jamais nous puissions les atteindre directement. Donc il faut se garder de l'idée que cette découverte va pour autant nous mettre à champ ouvert, disons, en pleine conscience, l'inconscient. L'inconscient, au sens propre, reste inatteignable, sinon de façon indirecte, par reconstruction. Oui, donc s'il y a des preuves de l'existence de l'inconscient, elles sont nécessairement indirectes. Elles sont nécessairement indirectes, ce sont des preuves qui sont des preuves, d'ailleurs elles ne sont pas non scientifiques pour autant, ce sont des preuves par recoupement. Quand par exemple Freud reconstruit dans un fameux texte, Un enfant est battu, reconstruit la partie inconsciente, il reconstruit toute une séquence, il reconstruit la partie proprement inconsciente, il nous dit cette partie inconsciente ne deviendra jamais consciente. C'est-à-dire c'est la partie qui s'énonce « mon père me bat ». Eh bien, les sujets que Freud a pu étudier à partir de la présence de fantasmes d'être battu ou de battre, eh bien, dans cette séquence, cette partie-là, proprement dite, mon père me bat, n'est jamais consciente. Il y a d'autres fantasmes dérivés de celui-là qui sont ce qu'on appelle des fantasmes préconscients, mais on peut dire que le noyau, et encore peut-être n'est-ce pas le noyau dernier de l'inconscient, mais que les noyaux de l'inconscient sont par définition déduits. Ça ne veut pas dire pour autant que nous n'ayons pas des preuves. Je prenais tout à l'heure l'exemple des trous noirs pour l'astrophysique. Les trous noirs, je crois, sont considérés comme pratiquement, enfin, ils sont affirmés avec une grande certitude, et pourtant, par définition, ils ne sont pas accessibles. On ne peut pas les montrer. De même, je ne pense pas que jamais on puisse montrer l'inconscient. Alors, que l'inconscient se retrouve, c'est là où je voulais en venir maintenant, que l'inconscient se retrouve dans autre chose que dans la cure, c'est bien évident. Autrement, on pourrait dire que c'est une espèce d'artefact créé par la situation même de la cure. Et il est évident qu'à partir de la cure, l'idée d'inconscient et sa postulation a rayonné sur d'autres choses, et notamment a rayonné sur quelque chose d'essentiel, pourquoi les patients viennent à la cure, c'est-à-dire sur les symptômes. C'est-à-dire ce que nous appelons l'inconscient dynamique, c'est le fait que certains symptômes sont incompréhensibles sans justement cette postulation qui n'est d'ailleurs pas tout à fait suffisante à elle seule, n'est-ce pas, parce qu'il faut tenir compte aussi des motivations conscientes, préconscientes, qui viennent en lutte avec les motivations inconscientes, mais certains symptômes, les symptômes dits névrotiques, sont véritablement impossibles à élucider sans cette postulation de l'inconscient. Et je peux aussi citer, bien sûr, ce que nous appelons
formation de l'inconscient, en dehors même du symptôme et en dehors de la cure qu'on peut considérer elle-même comme une formation de l'inconscient. Je pense aux rêves, je pense notamment aux actes manqués. Les actes manqués, c'est véritablement l'intrusion dans la vie quotidienne d'autre chose qui vient d'ailleurs. Et ce n'est pas simplement que un acte manqué peut avoir deux sens, c'est que ce qui s'introduit là est complètement hétérogène à l'action que nous allons accomplir. Si nous faisons un lapsus, c'est véritablement ce lapsus est tout à fait, vient rompre le discours. Et combien de gens font des lapsus? On dit lapsus freudien maintenant, ce qui est une façon assez comique de parler, parce qu'il n'y a pas de lapsus freudien. Freud, effectivement, il n'y a que des lapsus freudiens, si l'on peut dire. Mais Freud a fait un travail tout à fait extraordinaire sur cette psychopathologie de la vie quotidienne. Mais ça ne veut pas dire pour autant que dans la seule vie quotidienne, on aurait découvert l'inconscient. Ce n'est que, Dieu merci, des choses comme le rêve, l'acte manqué, sont connues de tout temps, et l'explication n'est venue, je parle de rayonnement, n'est venue qu'à partir de ce point focal qu'est l'application de la méthode analytique, et notamment du discours libre et de la méthode de recoupement des associations libres. Oui, donc vous insistez sur le fait que l'inconscient, ça ne peut pas être la reconstitution d'un sens, là où ce sens vient à manquer. Je pense qu'on ne peut pas dire que c'est un autre sens. On doit dire qu'il y a une sorte de matérialité qui intervient. Je prends très rapidement un exemple. Freud analyse un petit acte manqué qu'il a fait en écrivant le mot bis. Ce mot bis, c'est un mot à la fois latin, bis, deux fois, et bis allemand, bis jusqu'à ce que... Bon, eh bien, ce n'est pas un sens qui s'est introduit là. C'est véritablement, on peut dire, le mot bis qui a pris une valeur de causalité psychique. Et encore quelque chose comme j'aime à citer aussi le mot de Pascal, le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus long, évidemment c'est une métaphore, mais combien c'est extraordinaire de dire que la face du monde eût été changée si le nez de la face de Cléopâtre avait été changé. C'est une causalité qui n'est pas une causalité du sens, c'est une causalité quasi matérielle. Jean Laplanche, Freud s'attaque à sa manière au vieux problème philosophique de l'union de l'âme et du corps, de la jonction de l'âme et du corps. Par exemple, selon lui, les pulsions pourraient peut-être avoir une origine, une source corporelle ou une source biologique. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Je vais vous dire ce que j'en pense, sinon ce qu'il faut en penser. Il est bien évident que cette découverte de l'inconscient avait des conséquences, notamment par le fait que ce qui est découvert dans l'inconscient par Freud, ce sont avant tout des représentations qu'on peut nommer sexuelles au sens large, ou disons sexuelles et agressives, mais vous savez que pour moi, je relie très intimement l'agressivité dont parle la psychanalyse à la sexualité. Donc, découvrant des fantasmes sexuels agressifs, n'est-ce pas, sexuels pervers, la tentation était bien évidemment de se dire, eh bien, j'ai découvert quelque chose, ce qui est recouvert en l'homme, c'est le corps, et ce qui est recouvert par l'esprit. Donc, le vieux dualisme âme-corps retrouvait tout naturellement son application, même si la découverte dépassait cela. Or, Freud est donc amené à la fois à nous dire que la sexualité, par exemple la sexualité infantile, qui est un des grands domaines où il voit fonctionner la sexualité, que la sexualité infantile est de nature et d'origine biologique. Mais en même temps, pour parler de cette sexualité infantile sur laquelle on a des idées souvent un peu inexactes, ce qui caractérise la sexualité infantile, ce n'est justement pas la génitalité, c'est justement pas les organes génitaux qui sont au premier plan. Freud l'a bien montré, la sexualité infantile fonctionne à travers tout le corps, à travers bien sûr les zones orales et anales, on le sait, mais à travers tout le corps. Par exemple, le simple fait du
voyeurisme, de voir ou d'être vu, de se montrer, est quelque chose qui dépasse très largement l'aspect génital. Alors comment expliquer par un processus hormonal, par un processus biologique, quelque chose qui fonctionne même chez l'enfant au niveau pur et simple de la représentation? Faut-il penser que ces représentations sont là de toute éternité dans le corps, inscrites on ne sait pas comment? Faut-il penser qu'elles sont présentes par une espèce d'atavisme? Vous savez que Freud a forgé toutes sortes de grands mythes phylogénétiques, disant que tout cela venait de la horde primitive, etc., qui sont des hypothèses qui ne tiennent pas, sinon comme des mythes, n'est-ce pas, mais historiquement qui ne tiennent pas. Je reprends encore le fantasme dont je parlais tout à l'heure, mon père me bat et j'y prends plaisir, qui est un fantasme que nous disons techniquement masochiste. Comment ramener ce fantasme et les actes qui en découlent et toute la symptomatologie qui peut en découler à un jeu hormonal et physique? Dans quel organe se situe le plaisir d'être battu? Pourrait-on doser les hormones, disons, aux endroits où l'enfant est battu? On arriverait à des véritables absurdités. L'inconscient est lié d'emblée à des représentations souvent plus confuses et encore souvent plus syncrétiques que celle-là, moins montées en scénario. Si bien que l'idée qui s'est très vite fait jour chez Freud, revenant en effet sur ce vieux problème de l'âme et du corps, de dire, eh bien, voilà, ce qui est recouvert, c'est une sexualité naturelle qui a été emprisonnée par la culture, c'est une idée, disons, qui se retrouverait encore dans l'idée de sous les pavés, la plage, n'est-ce pas? Sous les pavés ont recouvert la plage. Mais quelle plage? Quelle plage? Quelle plage? Et en réalité, nous le savons, l'inconscient est une plage souvent fort cruelle et fort perverse. Hein. Ce n'est pas la plage du bronzage, ni même des amours enfantines. C'est bien autre chose. Prenons les choses d'un autre côté. L'inconscient, en somme, serait la partie biologique sauvage en nous, qui serait recouverte par la civilisation. Je m'amuse souvent à commenter cet adage qui a été repris par Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, homo homini lupus. Ça a l'air d'aller de soi. À l'état de nature, c'est la guerre de tous contre tous. C'est la guerre et également le viol, disons, pour bien marquer que agressivité et sexualité ne sont pas séparées. Eh bien, je demande qu'on y réfléchisse une seconde. Quel est ce loup qui est un loup pour l'homme? Selon cette conception d'un biologique recouvert par la culture, le loup serait l'atavique du sexuel et de l'agressif. Mais demandons-nous tout simplement, puisqu'il s'agit d'être concret, demandons-nous dans le règne animal, qu'est-ce que le loup? Le loup est-il d'abord un loup pour le loup? Le loup n'est pas un loup pour le loup. Nous savons que dans les hordes, les loups s'affrontent les uns les autres, parfois assez durement, n'est-ce pas, jusqu'à une victoire, mais qui va rarement jusqu'à la mort, et en tout cas sans cruauté, sans aucun plaisir de faire souffrir l'autre. Il s'agit d'une lutte de prestige. Le loup est-il un loup pour l'homme? Allons plus loin. Est-ce que le loup, qui parfois a dévoré l'homme autrefois, ou dévore, disons, une autre espèce, le loup est-il cet animal féroce que Hobbes veut nous décrire? Le loup n'est pas plus féroce que la plupart des animaux sauvages, il ne tue généralement pas pour tuer, et encore moins pour faire souffrir. Vous voyez que ce loup, dans l'adage « l'homme est un loup pour l'homme », ne se tient que si on pense à l'homme et non pas si on pense au loup. Ce loup n'est pas un loup atavique au fond de l'homme, c'est dans le rapport même de l'homme à l'homme, pourrait-on dire, que se crée un loup. Non pas le loup des forêts, mais un être, peut-être même pas le grand méchant loup de la fameuse chanson, mais un être totalement mythique, fantastique,
un peu également comme le Léviathan que dessinait Hobbes précisément, une sorte d'idole inconsciente dans l'homme. Je pense là aux horreurs des guerres, des massacres, des génocides dont nous voyons ce n'est pas, dont notre siècle n'a pas l'apanage, mais enfin que nous voyons ou nous côtoyons actuellement, par exemple en Bosnie. Eh bien, j'ai imaginé un instant le loup réel, parce que dans les forêts de Bosnie, il doit y avoir certainement quelques loups qui traînent encore par là. Je ne les imagine guère prenant part au carnage et devenant des loups au sens justement de l'adage. Je les vois plutôt se terrer quelque part devant la cruauté des hommes, devant leur façon de s'entre-déchirer, et il n'y a pas sa place, le loup biologique. Donc, si vous voulez, pour terminer partiellement, sexuels et agressifs sont profondément liés à l'inconscient. Rien ne démontre, bien qu'au contraire, qu'ils soient liés à la biologie. Ils viennent, à mon sens, du rapport de l'homme à l'homme et précisément d'un rapport quand même fort complexe de l'homme à l'homme qui ne peut pas être ramené au rapport de l'homme adulte à l'homme adulte. Oui, donc on ne peut pas renvoyer cette agressivité à une nature quelconque. La nature aurait bon dos dans cette affaire. Je ne nie nullement, en disant cela, je ne nie nullement le problème du biologique et le problème de l'âme tel qu'il a été posé. Mais je pense que ce problème a été complètement déplacé par la psychanalyse. C'est-à-dire que la psychanalyse n'a pas à faire d'hypothèse sur la jonction du biologique et du psychique. Elle se déplace entièrement sur le plan du relationnel. Et ce relationnel, je ne nie nullement qu'il soit tout autant physique que psychique. Donc je pense que la psychanalyse en soi n'a rien à voir avec le problème de l'âme et du corps, qui est un problème philosophique général et qui se pose aussi bien pour les autres sciences de l'homme. Oui, alors si nous reprenons le domaine de la sexualité humaine, elle n'aurait rien à voir avec la conservation de l'espèce. C'est vraiment de ça que Freud part, n'est-ce pas, dans son ouvrage inaugural sur la sexualité, les 3 essais sur la sexualité. Il dit dès le début, la sexualité telle que je l'ai découverte n'a rien à voir avec la conception populaire qu'on en a, c'est-à-dire d'une part avec l'union hétérosexuelle, déjà tout simplement, et d'autre part avec la conservation de l'espèce. Nous découvrons quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus élargi, et également de beaucoup plus pervers. Alors ça ne veut pas dire que la sexualité n'a pas sa façon de rejoindre le génital et ce qui amène à la conservation de l'espèce, mais c'est à travers un très long parcours et dont rien au départ ne montre que ce parcours soit biologique. En d'autres termes, entre toutes les étapes prégénitales de l'enfant et le génital qui va venir à un certain moment, de façon plus ou moins bancale d'ailleurs, eh bien, rien ne prouve qu'il y ait un développement biologique. Au contraire, je pense qu'il y a une espèce de rattrapage à ce moment-là par le génital, mais que ce rattrapage est préparé par toute autre chose que des phénomènes biologiques. Oui, donc il faudrait lutter contre une conception de la sexualité infantile répartie en différents stades, lesquels stades étant tous finalisés et trouvant leur aboutissement dans la sexualité génitale. Oui, tout à fait. L'idée des stades doit être complètement repensée en fonction des fonctions naturelles, n'est-ce pas, et du développement des fonctions naturelles, parce que la sexualité vient s'accrocher justement sur ces fonctionnements naturels. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. C'est ce que Freud a appelé l'étayage, c'est-à-dire que la sexualité, dans ses origines, s'appuie sur les fonctionnements naturels, mais l'évolution de la sexualité est complètement indépendante de cette évolution des fonctions naturelles. Pas de source corporelle à la pulsion, alors. Je pense que on est revenu avec l'idée de source corporelle, on est revenu à
à quelque chose qui a faussé, qui a abattardi la conception de départ de l'inconscient. Et d'ailleurs, c'est une grande partie de Freud que je récuse là, le Freud qui dit tout a été inconscient avant d'être conscient. Je ne pense pas du tout que tout ait été inconscient avant d'être conscient et qu'on puisse poser en somme une sorte de séquence biologique mettant l'inconscient au fond. L'inconscient est renvoyé au fond plutôt qu'il n'y est à l'origine. Jean Laplanche, vous avez mis au centre de votre œuvre théorique le concept de séduction donc de l'enfant par l'adulte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu mieux de quoi il s'agit? Oui, c'est en effet le centre de mon élaboration théorique que d'avoir repris cette notion de séduction qui apparaît de façon très épisodique malgré tout chez Freud et au début de son œuvre, et d'avoir tenté de lui donner une portée théorique généralisée en montrant les fondements bien au-delà de ce que Freud avait pu découvrir, voire même théoriser lui-même. L'idée est la suivante. Si l'inconscient, comme je le disais il y a un instant, n'est pas là d'emblée chez l'homme, eh bien, il faut bien qu'il soit créé, déposé chez lui à un certain moment, et je ne crains pas d'ailleurs de le dire, d'un point de vue historique, à certains moments de son enfance. Pour moi, ce n'est pas une création intemporelle, ce n'est pas un transcendantal, c'est véritablement une création que l'on peut, sinon dater, du moins cerner dans l'histoire de l'enfance. Freud a donné à cette création un nom lui-même, c'est le terme de refoulement. En parlant de refoulement originaire, ce qu'il a fait à différentes reprises, il est bien venu à l'idée que l'inconscient était créé, déposé à certains moments. Mais en même temps, comme je l'indiquais aussi, très vite, cette idée d'un inconscient refoulé originaire se trouve en concurrence avec l'idée d'un inconscient déjà là, de façon atavique. Il fallait donc tenter de donner une nouvelle théorie du refoulement qui, comme notre loup de tout à l'heure, ne fut pas un loup atavique qui est présent depuis toujours, mais un loup qui se crée, pourrait-on dire, entre l'homme et l'homme, c'est-à-dire dans la relation interhumaine. Et en même temps, cette théorie est forcément une théorie construite et qui doit chercher différents types de modèles pour s'exprimer. Le modèle que j'ai spécialement utilisé, je reviendrai tout à l'heure, c'est celui du message et celui de la traduction. Je pars tout simplement de cette idée que, pour dire les choses très, très bêtement et très prosaïquement, nous sommes au départ dans une situation qui confronte un enfant, un nourrisson et le monde adulte, les adultes. C'est volontairement que je ne dis pas spécialement les parents, parce qu'au-delà même du fait que ce soit des parents, il y a une différence fondamentale, c'est tout simplement que les adultes ont un inconscient et que l'enfant n'en a pas. C'est-à-dire que l'enfant vit sur un seul plan au départ, qui est le plan de son autoconservation et de sa relation, disons, primaire à l'adulte, une relation qui est faite en effet de réciprocité, d'interrelation, qui, peut-on dire, d'une certaine façon, est biologique et animale, mais en même temps, sur le plan, cette fois, du sexuel et de l'inconscient, il y a entre les deux une essentielle dissymétrie. C'est-à-dire que le terme même de réciprocité ou les termes d'interaction dont on nous rebat sans cesse les oreilles, eh bien, cette interaction n'est pas valable sur le plan du sexuel. Sur le plan du sexuel, il y a une relation au départ qui va dans un seul sens, qui va de l'adulte vers l'enfant. Pour le dire encore d'une autre façon, il y a entre l'adulte et l'enfant des messages qui passent, des messages qui ne cessent de passer, de la communication, qui est d'ailleurs pas du tout de la communication uniquement verbale. Ma théorie n'est nullement une théorie du langage au sens étroit du terme, mais en ce sens, je ne suis pas du tout lacanien.
Mais donc, il y a entre les parents et le nourrisson des messages qui passent. Certains messages sont à double sens, ce sont les messages qui soutiennent l'autoconservation, mais il y a des messages qui viennent d'un seul sens, c'est ceux qui viennent de l'inconscient adulte. Alors je dis il y a des messages comme ceci, des messages comme cela, je viens de dire quelque chose de faux, parce qu'en fait ce sont les mêmes messages qui sont à la fois porteurs d'un message autoconservatif, disons par exemple le fait de donner un soin à l'enfant, le fait de l'alimenter, le fait de lui donner le sein, eh bien c'est un message qui d'une part est pris dans l'autoconservation de l'enfant, c'est-à-dire que c'est une façon de le nourrir, de le sustenter, et évidemment ce mécanisme-là est corrélé, n'est-ce pas, parce qu'il y a une réponse de l'enfant, mais que d'autre part, en donnant le sein, il y a forcément un message sexuel qui passe plus ou moins caché. C'est-à-dire que, oui, ce que vous venez de décrire, c'est ce que vous appelez l'étayage. Une notion que j'ai reprise autrefois de Freud, que lui-même n'avait pas tellement développé, qui est l'étayage. C'est-à-dire que le fonctionnement sexuel s'appuie au départ sur le fonctionnement autoconservatif. Mais ce que j'ai ajouté, c'est un renversement, disant, si vous voulez, que la vérité de l'étayage, c'était la séduction, en ce sens que par les détayages, on a l'impression qu'il y a deux fonctions qui marchent en parallèle. Or, ces deux fonctions ne marchent pas en parallèle. Il y en a une qui est réciproque et l'autre, au contraire, qui est à sens unique au départ, qui est un véritable bombardement de l'enfant par des significations ou des messages inconscients véhiculés par les gestes les plus élémentaires du soin et de la communication adulte. Par exemple, le fait de donner le sein, je dois dire que personne, je dirais vraiment personne, même parmi les psychanalystes, ne s'est préoccupé de savoir que le sein que l'on donne à l'enfant était aussi un organe sexuel, était aussi un organe excitable, et que ce fait que le sein de la femme soit un organe excitable sexuellement avait certainement quelque chose à voir dans l'allaitement même, qui devait forcément en passer quelque chose de la mère vers l'enfant. Alors, vous voyez que cette idée que certains messages sont à sens unique, c'est-à-dire que l'enfant, du point de vue sexuel, n'est pas centré sur lui-même, puisqu'en somme, il gravite autour des messages de l'autre qui ne viennent que dans un sens, ça nous amène à une conception bien différente de l'être humain. Au lieu de concevoir l'être humain comme centré d'emblée sur lui-même, développant de l'intérieur un conscient et un inconscient, etc., c'est l'idée que l'être humain, au départ, du point de vue de ce qu'il fait être humain, c'est-à-dire la sexualité, est centré sur l'autre. C'est-à-dire oui, que c'est ce que j'appelle le copernicianisme originaire de l'être humain. C'est ça, et Freud n'aurait pas achevé donc la révolution copernicienne qu'il esquisse lui-même. Oui, la révolution copernicienne qu'il esquisse lui-même, c'est de dire j'ai détrôné l'homme de l'idée qu'il était le centre du monde, qu'il était le centre du règne animal et qu'il était lui-même le maître chez lui. Mais en réalité, il n'est peut-être pas dans la conception de Freud le maître chez lui, mais il est quand même toujours chez lui. Et ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il n'est pas du tout chez lui au départ. Il gravite autour de l'autre. Il gravite autour de l'adulte. Son autocentration, le fait de se constituer, on pourrait dire, comme unité, comme sujet sexuel, comme moi, comme on dit en psychanalyse, cette soi-disant autonomie est secondaire. Il n'est jamais complètement centré, il tend à se centrer lui-même, il tend à se centrer d'abord en se coupant justement de l'autre adulte, et ensuite il va se trouver centré, mais décentré, sur son propre inconscient. Son propre inconscient était en somme le reliquat de cette altérité de la sexualité adulte qui au départ l'attaque, l'agresse de l'extérieur. Oui, donc il n'y aurait pas simplement une étrangeté de l'inconscient, mais une véritable étrangéité, avec la nuance qu'il pourrait y avoir entre les deux idées. Oui, il y a véritablement l'inconscient est étranger en nous parce qu'il trouve sa source dans l'étrangeté ou dans l'étrangèreté, si on veut, de l'autre adulte et de ce monde sexuel et sexo-agressif, si l'on veut,
sexuel de vie et de mort, comme je l'ai dit parfois, qui lui vient d'abord de l'autre adulte. Est-ce qu'on pourrait dire un petit peu brutalement que c'est l'adulte, d'une certaine manière, qui pervertit l'enfant? Sûrement, oui, en enlevant à pervers toute connotation psychopathologique. Il n'est pas question de dire que les êtres humains sont des pervers au sens d'un fétichiste ou de quelqu'un qui court les prostituées pour se faire battre, n'est-ce pas? Mais au sens de la fondamentale perversion que Freud décrit à juste titre et qui fait que tous nos actes sexuels sont en même temps, ne sont pas purement génitaux, ne sont pas centrés sur la reproduction de l'espèce, eh bien, en ce sens-là, c'est effectivement l'adulte avec sa perversité, pourrait-on dire, constitutive, n'est-ce pas, qui introduit dans l'enfant les germes de l'inconscient. Mais il ne faut pas croire pour autant, et là ça serait encore un peu complexe, il ne faut pas croire pour autant que l'inconscient soit purement et simplement quelque chose qui est injecté par l'adulte dans l'enfant. Parce qu'entre les deux, il se passe justement ce que j'appelle traduction, c'est-à-dire que l'enfant, pour maîtriser cette partie des messages qu'il ne comprend pas, n'est-ce pas, que j'appelle messages énigmatiques, en ce sens qu'ils sont imprégnés de désirs sexuels inconscients, pour maîtriser ces messages venant de l'autre, il est forcé de s'en donner lui-même une représentation. C'est ce que j'appelle une traduction. Il est forcé de se les traduire à lui-même et donc déjà de s'en faire une espèce de récit, de mise en mythe, de narration plus ou moins achevée. Et c'est dans le processus même de cette traduction du message adulte, qui est toujours une traduction incomplète, c'est dans ce processus même de traduction que échappe à la traduction justement l'inconscient. L'inconscient n'est pas le résultat de la traduction, il est au contraire le résultat de quelque chose qui passe de l'adulte sans être traduit. C'est un résidu de la traduction. C'est un résidu des messages adultes et c'est un résidu qui peut être profondément transformé, n'est-ce pas? On ne peut pas dire c'est telle ou telle partie avec précision parce que c'est le résultat d'une... Comme dans toute traduction, j'ai une expérience par ailleurs de traducteur, n'est-ce pas? Eh bien, comme dans toute traduction, on voit que par moment, il y a quelque chose qu'on a laissé tomber, qu'on était forcé de laisser tomber, qu'on n'a pas pu ne pas laisser tomber. Eh bien, toute comparaison mise à part, parce qu'il s'agit d'une traduction, encore une fois, qui n'est pas langagière, j'y tiens, n'est-ce pas? Ce sont des messages qui ne sont pas des messages dans le langage. Eh bien, ceci étant mis à part, en effet, il y a quelque chose qui est un intraduit fondamental, qui est en même temps quelque chose qui est désarticulé, comme ce que dans une traduction au sens technique du terme, cette fois, comme ce que tout traducteur est forcé à un moment ou à un autre de laisser tomber. Jean Laplanche, vous avez une longue pratique de la cure analytique. Qu'est-ce qui peut bien se passer à l'intérieur d'une cure analytique? Que fait l'analyste? Que fait l'analysé? Je suis toujours fasciné, je vous l'ai déjà dit, d'une part par l'invention de Freud dans cette invention de la cure analytique, par ce caractère inouï dans les relations humaines, et d'autre part par le fait que de cela, nous avons constamment à rendre compte et que peut-être la théorie de la cure est encore à réélaborer. La cure, Freud a pensé qu'il instaurait une chose, n'est-ce pas, les libres associations et les interprétations faites de recoupement pas à partir des libres associations. L'autre élément, il l'a plutôt instauré que véritablement fabriqué consciemment. L'autre élément, c'est la relation elle-même, et c'est ce que nous appelons la relation de transfert, qu'il a très vite découverte, mais qui n'a pas créé volontairement en allongeant un patient et en s'asseyant derrière lui.
D'ailleurs, même d'une certaine façon, la relation de transfert lui a été imposée par le fait que les patientes lui ont dit « mais vous parlez trop et il faudrait peut-être me laisser parler davantage et développer mes idées ». Vous savez que c'est une petite anecdote, mais qui est quand même amusante. Dans les papiers de Freud ou dans les lettres, on voit dans une lettre à Fliss j'ai travaillé 10 heures dans la journée, je suis complètement aphone. Bon, de nos jours, je pense que c'est bien, on est quand même moins aphone parce que le psychanalyste impose moins ses vues que Freud ne pouvait le faire tout à fait au début. Bon, donc la découverte finalement de la relation et d'une relation asymétrique entre l'analyste et le patient, d'un dialogue tout à fait particulier, c'est la découverte du transfert. Alors là aussi, le transfert, bon, si l'on suit certains passages de Freud, pas tous, si l'on suit certains passages de Freud, on peut en avoir une idée relativement simple, voire simpliste, n'est-ce pas? Le transfert, c'est une nouvelle édition, dit-il parfois, une nouvelle édition de relations anciennes. C'est une répétition. Bon, vous avez avec moi la même relation que vous aviez avec tel personnage, ou bien vous me prenez même pour tel personnage. Or, vous voyez bien que je ne suis pas comme vous m'imaginez, et donc que ce soit le père, la mère, ou des images même plus, évidemment parfois plus composites et moins stéréotypées que celle-là, mais enfin, il y a quand même un petit côté dans beaucoup de cures analytiques, voire chez Freud, qui consiste finalement à dire j'ai créé une illusion et maintenant, ben, vous voyez que c'est pas la réalité, n'est-ce pas? C'est-à-dire, pour le dire un petit peu vulgairement, je ne suis pas celle que vous croyez, ou je ne suis pas celui que vous croyez. Une désillusion. Une désillusion. Alors, cette idée d'une relation qui finalement soit corrective, soit orthopédique, soit en effet de désillusion, voire de confrontation à une autre réalité, c'est certainement un des aspects du transfert qu'on ne peut pas nier, je ne le nie nullement. Mais s'il n'y avait que cet aspect-là, on peut dire que la psychanalyse, à ce moment-là, deviendrait une espèce de jeu de rôle, ce qu'on appelle jeu de rôle, ou psychodrame, c'est-à-dire où chacun, après tout même d'une façon volontaire, assumerait un rôle et qu'on essaierait de montrer que cette relation peut évoluer autrement qu'elle n'évolue, etc. Je crois que ce que Freud a instauré par la dissymétrie même de la situation analytique va beaucoup plus profond. Et j'ai tendance, moi aussi, à reprojeter sur cette situation analytique ce que j'appelais la situation originaire, c'est-à-dire le petit enfant, le nourrisson, confronté à l'énigme de l'autre et centré sur l'énigme de l'autre. Ce n'est pas seulement que l'autre adulte, bien sûr, mais aussi l'autre de la relation analytique, c'est-à-dire l'analyste. Ce n'est pas seulement qu'il soit l'imago paternel, ce n'est pas seulement qu'il soit multiple, pourrait-on dire, c'est-à-dire qu'il peut être à la fois aimé et haï, qu'envers mon père, j'ai pu avoir une relation à la fois de haine, mais aussi une relation d'allure homosexuelle, que sais-je. Bon, ce n'est pas seulement cela. C'est le fait que l'adulte pour l'enfant et l'analyste, ce que l'analyste conserve pour son patient, c'est une part d'ombre cachée à lui-même. C'est ce que j'appelle l'énigmatique. Les messages de l'adulte sont des messages énigmatiques, non pas parce qu'il pose sciemment des énigmes à l'enfant, mais bel et bien parce que ce qu'il dit est énigmatique pour lui-même, venant de son propre inconscient. Donc, dans la relation enfant-adulte, il y a pas seulement du plein, c'est-à-dire des images, des rôles, des relations, pourrait-on dire en plein, descriptibles, tangibles, psychologiquement descriptibles, il y a ce que j'appelle du creux, de l'énigme ou encore du creux. D'où cette espèce de notion que j'ai essayé de proposer, c'est la différence entre le transfert en plein, qui est en effet ce remplacement, cette espèce de jeu de rôle, ce remplacement par analogie ou par différence d'une figure par une autre, cette illusion et des illusions, mais l'idée
du transfert en creux. C'est-à-dire que l'analyste n'est pas seulement le lieu où vient se loger telle ou telle image de l'enfance du patient, mais le lieu où vient se loger la relation à l'énigme, la relation aux énigmes qui sont posées à l'enfant d'emblée et fort longtemps d'ailleurs, les énigmes posées par les adultes, évidemment par les parents, mais je les prends là en tant qu'adultes plutôt qu'en tant que parents, et posées par le monde culturel, pris là également au sens le plus large, auquel est confronté le petit enfant. Donc, si l'analyste dans la cure est énigmatique, si, comme on dit, il est neutre, ce n'est pas par indifférence, ce n'est pas pour se transformer simplement en un miroir et faire jouer à son patient le jeu de miroir. C'est pour que puisse venir à sa place se loger le plus singulier du questionnement que de tout temps tel sujet particulier s'est posé. Donc, si vous voulez, Freud, en instaurant la situation analytique, ne s'est peut-être pas aperçu qu'il réinstaurait en même temps, et c'est ça le génie de la création, qu'il réinstaurait en même temps la situation originaire, la relation du sujet à l'énigme. Ce qui impose évidemment de la part de l'analyste toute une attitude vraiment particulière, et notamment ce n'est pas une attitude simplement de neutralité externe, c'est une attitude au contraire de relation à son propre inconscient qui soit un respect interne, pourrait-on dire, de ses propres énigmes. Vous êtes assez réticent avec l'idée que l'analyste puisse faire un travail d'interprétation. J'ai pris des positions là-dessus. D'abord, le terme d'interprétation chez Freud a différentes significations, et à la fin, il lui a substitué celui de construction. Alors, je dis simplement... De déconstruction ? De construction. Je dis simplement, si le patient, si l'analysant, comme on dit, doit se construire et certainement se reconstruire dans l'analyse, cette reconstruction ne doit pas être l'œuvre de l'analyste. C'est-à-dire que l'analyste peut aider, peut indiquer des choses qui se passent, mais l'analyste n'a pas à amener ses propres idéologies, même si ce sont des idéologies et des schémas psychanalytiques. En ce sens, je distingue très nettement ce qui est la théorie analytique d'une part, c'est-à-dire la théorie de l'inconscient et du refoulement, et d'autre part, les théories qui sont des théories souvent ethnologiques, sociologiques, n'est-ce pas, et qui, pour valable qu'elles soient dans une ère culturelle donnée, sont évidemment adaptées par chacun à sa façon. En d'autres termes, l'idée même d'apporter des clés à un patient, ou encore l'image commune de l'analyste qui ont dit, vous qui êtes analyste, comment comprenez-vous tel événement, n'est-ce pas, et où il amène sa clé plus ou moins habile et plus ou moins préfabriquée. À mon avis, ce n'est pas là la fonction de l'analyste. Il faudrait se défier du recours aux grands complexes d'Édipe. Voilà, il faudrait s'en défier. Ils ont été découverts dans l'homme contemporain et certainement ils jouent un rôle essentiel, mais ce ne sont pas des théories qui en soi sont analytiques. Ce sont des théories qui ont été découvertes dans l'homme et comme toute théorisation, comme toute autoconstruction, qui sont des codes destinés à structurer l'inconscient, mais aussi à le masquer, n'est-ce pas? Donc, des codes tels que le complexe d'Édipe ou le complexe de castration sont des façons de maîtriser les désirs inconscients. Bien sûr qu'il faut les maîtriser, hein, mais ça ne veut pas dire que le psychanalyste doit se faire complice de tel ou tel code et de tel ou tel scénario, de tel ou tel mythe individuel, comme le terme a été souvent employé. L'analysant utilise des mythes individuels, il a tout à fait raison de le faire pour se structurer, mais ce n'est pas à l'analyste de les lui procurer. C'est en ce sens que je suis opposé à l'idée d'interprétation. Alors je voulais vous dire un petit mot pour terminer quand même de l'idée de transfert. Dans la mesure où on a pour le transfert cette idée que ce n'est pas simplement une répétition d'images et d'illusions, mais que c'est une reprise de la situation
face aux énigmes de l'enfance, il est évident que l'idée de liquider le transfert perd de sa pertinence. À mon avis, le propre d'une analyse réussie, c'est de ne pas liquider le transfert, c'est de permettre aux patients d'aller autre part, dans d'autres lieux, souvent des lieux culturels d'ailleurs, ou des lieux relationnels bien sûr, d'aller retrouver, après les avoir bien sûr fait avancer et élaborer, mais de transférer autre part cette propre relation à l'énigme qui pour moi est justement le transfert. Peut-être déplacer l'énigme, mais La déplacer ne pas la forcément, résoudre. la déplacer forcément, certainement l'élaborer. Je ne suis pas pour dire oh sainte énigme, nous t'adorons, n'est-ce pas? Bien sûr que l'énigme, il faut la travailler, mais elle restera toujours comme un noyau et comme un moteur pour l'être humain.